it out. Jerk it out. Shut up, hush your mouth. Can't you hear you talk too loud? No, I can't hear nothing 'cause I got my head up in the clouds. I bite off anything that I can chew. I'm chasing cars up and down the avenue, but that's okay. 'Cause it's easy once you know how it's done. You can't stop now, it's already begun. You feel it running through your bones. So you jerk it out. Cause it's easy once you know how it's done. You can't stop now, it's already begun. You feel it running through your bones. And you jerk it out. Bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Altitude, bienvenue dans votre émission de sport hebdomadaire évidemment, Lundi Sport, comme tous les lundis soirs de 20h à 21h. Nous sommes donc de retour en ce lundi soir 1er juin. Bonsoir Fred, Bonsoir à tous, ça va? ça va impeccable et toi? Impeccable, merci. Jérémy également est présent ce soir, Salut Richard, salut à tous. ça va? Bah écoute, ça va. 1er juin, ça sent l'été, c'est un peu. Ouais, tout à fait, début de l'été. Et puis évidemment, un invité, si on peut dire, inhabituel, exceptionnel ce soir, Monsieur Armando Dias, qu'on n'a plus à présenter maintenant à la Radio Altitude, puisque c'est l'animateur de l'émission que tout le monde connaît dans cette radio, Despertar, tous les dimanches matin de 9h à midi, Monsieur Armando. Je me trompe, ou 8h plutôt même, vous commencez à 8h. 8h, 11h45. À 8h, 11h45. C'était presque bon. T'es Ouais. presque bon. Faut être précis Richard. C'est qu'à 8h en général, On dort. voilà, je suis encore au lit, mais après j'ai l'habitude d'allumer la radio à cette heure-ci, et donc évidemment monsieur Dias qui on va pouvoir un petit peu en parler un peu également de foot portugais, et notamment du Sporting Portugal qui a remporté la Coupe du Portugal hier après-midi, hein. Et ça se voit que je suis très content, regarde-moi. Ouais, exactement, évidemment, vous avez ramené le maillot. Par contre, le derrière... Vous ne cachez pas vos couleurs, hein. Non, mais pas du tout. Vous avez raison. Bonsoir à tous, bonsoir Richard, bonsoir à tous les deux là. Je vois que l'équipe, elle n'est pas complète. Ouais. Ah bah on va dire qu'on tourne un petit peu en fait, on est une équipe qui tourne, ça permet d'avoir des animateurs un peu Il n'y a toujours pas d'équipe présents au type, moins. c'est Voilà. c'est mon la équipe, victoire d'un collectif. Ouais, c'est que mon équipe de foot, il y a n'importe, il y a l'entraîneur, il tourne, il y a le remplaçant. C'est ça. Et celui-là, son remplaçant Non, c'est les titulaires. nous, on est colonne c'est les titulaires. vertébrale. C'est la colonne vertébrale. Voilà. On n'a pas notre titulaire championnat portugais qui n'est pas là ce soir, mais bon voilà, on a des connaisseurs de foot. Jérémy notamment qui connaît très bien le foot portugais, et Fred également qui a bien suivi ce match de Coupe du Portugal hier soir. Donc, Au même temps qu'il est arrivé tout à l'heure, il m'a dit qu'on avait de chance. C'est vrai. On a eu des chances. on va y revenir justement. Ouais, on parlera de ça, mais c'est vrai que le Sporting de Portugal il a eu très de chance. Même moi, personnellement, je ne croyais pas à 84e minute à perdre 2-0 et après apporter la coupe, 16e coupe de Portugal au Sporting. Allez, on va y revenir notamment, monsieur Dias. Donc, au programme de l'émission, évidemment, donc, le foot portugais, avec cette finale de Coupe de la Ligue, quand même, qu'on va pas oublier. Le Benfica qui disputait sa finale de Coupe de la Ligue face au Maritimo. Également, donc, la finale de Coupe du Portugal hier après-midi dans le stade du Jamor. On reviendra ensuite sur cette finale de Coupe de France également, avec le Paris Saint-Germain qui affrontait Auxerre, équipe de Ligue 2. Nous ferons un tour des différents championnats européens, hein, Fred, Jérémy, puisque on connaît maintenant tous les champions des différents principaux championnats européens.
On fera une petite pause, une fois n'est pas coutume, je pense, petite pause musicale, tiens, question de souffler un peu. Et on reviendra en deuxième partie d'émission sur la Ligue Europa, finale de Ligue Europa qui a eu lieu la semaine dernière, la finale de Champions League qui aura lieu ce samedi, hein. Finale de Champions League qui promet en tout cas, entre la Juventus et le FC Barcelone. Un point également sur le top 14, sur le Clermont Foot, et on terminera par évidemment le Grand Chelem, Roland Garros, avec cette Un beau quinzaine programme. parisienne. Un beau programme et c'est le Money Time, là, toutes les compétitions qui se terminent. J'ai hâte. Exactement, ce mois de juin qui s'accélère et qui va acter cette fin de saison sportive. On va tout de suite commencer, hein, évidemment, par le championnat portugais. Championnat portugais plutôt, par la Coupe de la Ligue portugaise avec Benfica Marítimo. Donc, match qui avait lieu, si je ne me trompe pas, Monsieur Dias, c'était au stade de Coimbra. Oui, c'est ça, c'était vendredi. Et c'est Voilà. le Benfica qui a porté la Coupe de Ligue pour 2 buts. Voilà. C'est ça, ouais. Exactement, donc on va le rappeler, Benfica donc qui affrontait Marítimo, victoire de buts 1 du SL Benfica donc qui fait le doublé cette saison, avec notamment un but de Jonas, donc c'est Jonas qui ouvre le score tout d'abord à la 37e minute. Nous avons ensuite l'égalisation de Diogo à la 56e et c'est Ola John finalement qui termine, qui donne la victoire aux Aigles, 2 buts à 1 avec ce but à la 80e minute. Alors on va rappeler quand même les équipes de départ, c'est intéressant à analyser. Georges Jesus en tout cas qui a pas fait de détails sur l'équipe alignée puisqu'il avait mis la meilleure équipe possible. Vraiment, il avait à cœur de remporter de nouveau cette Coupe de la Ligue puisqu'il avait aligné Julio César au but, Maxi Pereira à droite, Luisan et Jardel dans l'axe, Eliseu à gauche. Donc, on sait que c'est la défense C'est classique. classique du SL Benfica cette saison. Samaris Pizzi en doublette de récupérateur. Soulejmani et Gaëtan sur les côtés, sachant que Salvio était blessé. Salvio qui a de nouveau eu, je crois, si je me trompe pas, je crois qu'il a eu ligament croisé, ligament antérieur du genou là. C'est ça. Rupture de ligament antérieur du genou droit, je crois. Ça va pas faciliter un transfert parce qu'on l'annonçait un peu à gauche à droite. Et ouais. Mais là, Il a été opéré jeudi après-midi en Suisse, je crois, ou en Italie, et il en a encore pour 6 mois. Donc c'est vrai que c'était un joueur qui était possiblement en partance. Là, avec cette blessure, il va rester au club encore une saison. C'est quasiment acté. Et puis devant, Lima et Jonas en pointe. Du côté de Marítimo, on avait Saline au but, le gardien français, Ruben à arrière gauche, Silva et Bauer dans l'axe, Briguel arrière droit, un milieu à 3 avec Danilo, joueur dont on parle beaucoup dans le championnat portugais, qui on le sait, est en partance. Il est même sélectionné pour l'équipe portugaise. Des moins de 21 peut-être. Fernando Santos, sélectionneur portugais. L'équipe 1. Oui. D'accord. Il faut bien entrer dans l'éliminatoire avec l'Arménie qu'on va jouer le 13 ce mois-là. Bien Le sûr. 13 juin, ouais. Et lui, il est partant, peut jouer. On verra Ouais. bien. D'accord, un des joueurs en tout cas qui sont en avant sur ce championnat et un des joueurs phares de cette équipe de Marítimo cette saison. Bruno Garl en 6, donc Soares en numéro 8 également, et puis devant, attaque à 3 avec Xavier, Marega et João Diogo à droite. Voilà pour les équipes de départ. Bon, après, que dire de ce match? Je sais pas si vous avez vu ce match, Monsieur Dias. Non, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu les moments importants. On va dire qu'il y a eu principalement donc l'ouverture du score de Benfica par le biais de Jonas sur un beau centre de Jardel à la 37e minute. Jonas d'ailleurs qui a fait un petit clin d'œil à Salvio en fêtant le but de la manière dont Salvio a l'habitude de le faire. Diogo ensuite égalise à la 56e. Alors chose surprenante parce qu'il faut quand même rappeler que on a Marítimo qui évolue à 10 à ce moment-là puisque Raúl Silva se fait expulser à la 47e minute de jeu. C'est vrai que sur l'ensemble du match, on a vu une équipe de Marítimo quand même qui, à la différence de la dernière journée de championnat, a essayé quand même de proposer un petit peu plus de jeu et notamment a mis beaucoup d'agressivité au niveau de la récupération du ballon. Et c'est ce qui peut-être, ce surplus d'agressivité qui a entraîné l'expulsion de Raúl Silva à la 47e avec ce deuxième carton jaune. Et donc forcément Benfica qui a mis un coup d'accélérateur. Et en fin de match, double la mise par Ola John qui venait tout juste de rentrer 6 minutes avant. Donc Ola John qui est décisif sur ce match. Ouais, sur ce match, même s'il a pas eu un rôle très très important dans la saison quand même, et ouais, il était un peu en deçà des attentes qu'on avait sur ce joueur-là, qui est arrivé quand même pour
un peu d'argent, si je me souviens Oui, bien, 9 à 10 alentours de 9 millions millions d'euros. d'euros. Ouais, c'est ça. Et Benfica qui ne lâche rien. Le titre était dans la poche et un joli doublé pour une équipe dont on n'attendait pas forcément autant de performances à l'intersaison avec tous ces départs dont on a déjà parlé. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on l'avait dit beaucoup en début de saison. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient autour de cette équipe de Benfica en début de saison, mais ils ont su de nouveau trouver des alternatives, que ce soit en défense avec Jardel, avec Eliseo, au milieu de terrain avec Pizzi qui s'est révélé au milieu de terrain, Samaris. Et donc une équipe de Benfica qui a été, par rapport à les précédentes, peut-être moins plaisante à voir jouer, mais par contre très très efficace. Hein. Oui. Que ça soit au niveau de sa régularité en championnat, et puis même aussi dans les moments importants. Bah, on l'a vu au niveau européen. Ils n'ont pas passé les poules de Ligue des Champions. Ils n'ont même pas été reversés en Coupe de l'UEFA. Ça leur a peut-être fait du bien aussi pour se reconcentrer sur les compétitions nationales. Et ils ont su élever leur niveau de jeu au fur et à mesure de la saison avec quelques bonnes trouvailles. Se dit Chanavi peut-être sur, on va dire les compatriotes de Lisbonne. L'équipe de Ligue, personnellement, je retrouve qu'au Portugal, l'équipe de Ligue, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui disent que peut-être qu'ils vont l'enlever, parce que même le gagnant de Coupe de Ligue, il va même pas Pas de place européenne. voilà. Alors, c'est le seul pays que je connais. Hein. Je ne sais pas s'il y en a quelques pays dans l'Europe que le gagnant de l'équipe de Coupe de la Ligue, normalement, ils vont à la Coupe de UEFA ou à la Ligue Europe. C'est souvent ce qui donnait l'intérêt à ces compétitions. Voilà. Hein. Et en France, ça existe. Tout à fait. Ouais. Mais au Portugal, non. Donc, c'est pour ça que cette année, en plus, il y a des équipes portugaises qui, apparemment, ils ont payé pour jouer la Coupe de Ligue. Parce qu'apparemment, l'équipe de Ligue, ça ne rapporte rien du tout. C'est pour ça que, d'ailleurs, ça ne marche pas au Portugal. Je sais pas On va le rappeler, notamment le nouveau dirigeant, en tout cas nouveau directeur de la Ligue portugaise de football, Luís Duque, c'est ça, hein? Ouais. Ancien dirigeant du Sporting. Exactement, donc qui dirige maintenant la Ligue, a récupéré, donc a repris la présidence de cette Ligue, avec un trou énorme, hein, puisqu'il faut savoir que la saison dernière, on a constaté que il y avait un bilan financier négatif. Donc la trésorerie de la Ligue portugaise de football était déficiente. Elle était en négatif. Et donc le vainqueur de la Coupe de la Ligue cette saison n'a rien perçu en termes de gains. Donc le fait d'avoir gagné la Coupe de la Ligue, ça n'a entraîné aucun gain financier. Laisse-moi récapituler. Donc c'est une compétition qui n'existait pas il y a 10 ans, mais il y a même 5 ou 6 ans. Oui, ça va 6 ans, 7 ans. Voilà, ouais, c'est 6-7 ans à peu près. Ouais. C'est une compétition qui ne qualifie pour aucune Coupe d'Europe. C'est une compétition qui n'apporte rien financièrement. C'est pour le moment. En tout cas, cette saison. C'est plus pour faire la publicité parce que normalement c'est un sponsor. C'est exactement. marque de bière la Carlsberg Cup auparavant. Voilà. Ouais, ça peut permettre de voir jouer quelques jeunes parfois. C'est pour ça que le Sporting de Portugal cette année, parce qu'on est dernier, ça n'a pas bien se passer en demi-finale, oui. Demi-finale. Le Sporting il a décidé de quitter la coupe. Parce que c'était pas bien, c'était interdit d'ailleurs, il était pénalisé ces coupes de Ligue. Par contre, ils ont joué avec l'équipe réserve, même de juniors. Ils n'ont pas joué aucun titulaire d'équipe 1. Alors, une équipe comme le Sporting, qui est troisième de championnat, qui joue une coupe de Ligue sans un titulaire d'équipe principale, ça sert à rien. Ça montre l'intérêt, le peu d'intérêt pour la plupart des équipes. Il me semble qu'il y a un règlement pour cette coupe où ils sont obligatoires d'aligner plusieurs jeunes d'ailleurs. Tout à fait. Pour les matchs. Moi j'avais lu ça. Qu'ils étaient dans une feuille de match de 3 jours avant. Ça veut dire que l'équipe le match de la Ligue, ça se joue maintenant mercredi. Donc il faut pour jouer l'équipe de Ligue qu'ils étaient au minimum dans 18 dans le feuille de match. Même s'ils n'ont pas joué, il faut qu'ils étaient dans le feuille de match. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui n'ont pas joué, qui étaient en remplacement, ils peuvent jouer l'équipe de Ligue. C'est pour ça que le Sporting cette année, il a fait de la Coupe de la Ligue match d'entraînement. Match d'entraînement, ouais, notamment un joueur comme Ryan Gold qui a joué quasiment tous les matchs, jeune joueur écossais, ça a pu lui permettre notamment de lui donner un peu du temps de jeu. Il y a une phase de poule en plus en début de compétition. C'est ça. Il y a peut-être des choses à retravailler. C'est ça qu'ils sont entrés toutes les années, ils disent il faut changer la méthode de Coupe de Ligue pour que les gens s'intéressent un peu plus.
Parce que si en match, mettons Sporting, je sais pas, Benfica, qui a la moitié de stade qui est vide, ça sert à rien C'est qu'il y ait pas, une équipe c'est de pas une bonne publicité. Non. Exactement. Donc c'est vrai que beaucoup de questions se posent sur l'avenir de cette coupe dans le football portugais. Affaire à suivre en tout cas, à voir si la Ligue professionnelle de football portugais arrive à rééquilibrer ses finances pour par la suite. Et il y a une chose qu'il faut bien le signaler, même pour les gens qui nous écoutent. Moi, je ne suis pas d'accord que vendredi, il y en avait la finale de la Coupe de Ligue. Oui, tout à fait. 48 heures après, il y en a la finale de la Coupe du Portugal. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au final, ça ne met pas en valeur la compétition. Notamment la Coupe de la Ligue, parce que là, du coup, elle a été carrément mise de côté. On sait que la compétition majeure, c'est la Coupe du Portugal. Et au final, la victoire de Benfica en Coupe de la Ligue est quasiment passée à côté de tout le monde, sans qu'on en parle. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le match parce que ça ne m'intéressait pas. Déjà. Et comme moi, peut-être qu'il y en a plus. Mais c'est vrai que la Coupe de la Ligue portugaise, il y a beaucoup de choses à faire pour que la chose pour qu'elle soit pérenne en tout cas, exactement. Bon, en tout cas, Benfica qui remporte, ça doit être, si je me trompe pas, sa 5e Coupe de la Ligue en 7 disputées. Donc c'est vrai que Jorge Jesus a fait le plein quasiment depuis qu'il est à la tête du club de Benfica, depuis 2009. Donc ça fait quand même beaucoup de titres remportés, notamment sur cette compétition. Donc à mettre en valeur. Donc nouvelle victoire de Benfica qui réalise un doublé après avoir réalisé un triplé la saison dernière. Donc peut-être on a l'impression de retrouver là maintenant une nouvelle dynamique au Portugal avec un Benfica qui retrouve le haut du tableau et des trophées qui s'enchaînent en Portugal. Tout à fait. Après, faut voir si ça va se pérenniser dans le temps. Est-ce que Jorge Jesus a complètement clôturé son avenir? Est-ce que c'est sûr qu'il continue avec les Encarnados l'année prochaine? Alors justement, on va faire un petit point. Petit Gaëtan là, qui était un peu annoncé partout. On va en parler parce que justement on va faire un petit point sur les mouvements qui pourraient avoir lieu au niveau de l'effectif de Benfica, puisqu'on le sait, donc il y a déjà eu des transferts d'actés, l'arrivée notamment du jeune vénézuélien Murillo, ailier de 19 ans. Voilà, donc qui a signé à Benfica il y a quelques semaines. J'ai pu voir quelques vidéos, il a l'air assez talentueux, ce jeune ailier de 19 ans, donc affaire à suivre du côté de ce jeune ailier vénézuélien. Également aujourd'hui on a pris l'arrivée de Francisco Vera, attaquant paraguayen. Par contre je ne citerai pas le nom du club parce que c'est pas un club majeur, je l'ai vu, c'est pas un club majeur. C'est pas un club majeur, voilà. Il est plutôt prévu pour la réserve si j'ai bien compris, pour le faire un peu mûrir. Très certainement. Maintenant Benfica qui évidemment pioche sur des championnats moins en vue, mais qui leur permet d'avoir en tout cas des indemnités de transfert pas trop importantes à lâcher sur des joueurs peut-être talentueux. Des paris. Voilà. Et puis sur le marché portugais, Benfica qui a quand même raflé du côté du Rio Ave, puisqu'ils ont notamment fait signer 3 joueurs. 2 officiellement. 2 officiellement, parce qu'Hassan apparemment ils ont retrouvé qu'il y avait quelque chose dans son cœur et il s'est pas encore fait. Donc c'est vrai, au départ ils étaient 3, maintenant ils sont 2, ils attendent encore plus de résultats selon sur le staff de Nsine, là, je sais pas qu'est-ce il me semblait qu'il y a eu une petite opération, justement, c'est rien de gravissime, mais c'était juste pour corriger un petit problème de cardiaque c'est pas fait du encore, côté de l'attaquant. C'est vrai. Il y en a par contre, parler de Jorge Jesus, c'est bien la première fois que je vois un club comme le Benfica, qui sont champions de Portugal, déjà 2 fois de suite, et que cette année, le président du Benfica, j'ai lu ça la semaine dernière, et pour que Jorge Jesus continue dans Benfica, il faut que il va toucher la moitié de son salaire. C'est pour ça que c'est pas fait encore. Il lui demande une réduction de salaire, pour voilà. qu'il continue au sein du club. Moi, personnellement, je vois pas que mon patron il me dit voilà, vous êtes à moitié de son salaire, est-ce que ça vous convient? T'as bien travaillé, mais oui, c'est pas la moitié. On t'aime bien, mais on va tourner que la moitié. Alors, Monsieur Diaz, juste avant de parler de Jorge Jesus, on va y venir. Je vais terminer juste les rumeurs de transfert, parce que c'est vrai que c'est une question importante sur l'avenir de Benfica, c'est l'avenir du coach, parce que c'est vrai que Jesus a eu une grosse importance sur en tout cas les bonnes prestations de Benfica ces dernières saisons. Donc on disait Hassan, Diego Lopez et Ederson Normalement qui devrait signer à Benfica pour 3 millions d'euros. L'arrière gauche Marsal également du National, ça c'est acté pour 5 ans. Ola John normalement qui est en partance pour Swansea.
Lima, on ne sait pas encore son avenir. Peut-être, il pourrait peut-être partir du côté des Émirats Arabes Unis. Bon, il y a rien acté. Hein. Salvio, on l'a dit normalement, qui devrait rester au club. Et le principal départ, la grosse info de transfert, on va dire la grosse rumeur, c'est autour de Gaëtan évidemment, puisqu'on parle d'un départ de Gaëtan à Manchester United, qui remplacerait Di Maria, qui devrait signer au PSG. Qui devrait, on l'attend toujours. Mais là, dans le transfert de Gaëtan au Manchester, normalement, ce que je Oui. dans la presse, il y en a encore une autre chose que peut-être qu'il va bien parler dans cet été, c'est que le Manchester, il peut acheter le Gaëtan, sauf qu'au Benfica, il veut Oui. d'argent plus Nani. Ouais. Moi, Nani hier, il l'avait dit, je ne sais pas si vous avez vu, à la fin du match de Coupe du Portugal, moi, mon cœur, c'est du Sporting. Je ne veux pas jouer, ça c'est ce qu'il avait dit à la fin du match, je ne veux pas jouer dans une autre équipe portugaise. Et vers la minuit, que je regardais jusqu'à minuit quelques, il disait, le ballon il est rond, on ne sait jamais. C'est vrai qu'il parle beaucoup d'une possible arrivée de Nani à Benfica. Maintenant, là où je me pose la question, M. Diège, c'est que, alors, j'ai l'impression que souvent, j'ai l'impression que c'est beaucoup de bruit qui court pour pas grand-chose, parce qu'encore une fois, est-ce que Benfica sera capable de supporter la charge salariale d'un tel joueur comme Nani, hein, qui tourne à 3-4 millions d'euros facile par an, propose je pense, à hein. Georges Jesus une réduction, à mon avis, c'est pas pour donner 200 000 à Nani. Hein. Ce Nani, il a s'est fait la même chose qu'il a fait au Sporting. C'est possible, parce qu'apparemment, ce qu'on a entendu, c'est que Nani, il était parti au Sporting, il a baissé à moitié de son... il a 2,5 millions. Donc cette année, il a perdu 2,5 millions Oui. entre primes et son salaire. C'était un prêt. Voilà, c'était un prêt. Mais ça m'étonnerait que Nani va au Benfica peut perdre d'argent. Personnellement, je vois pas l'intérêt de Nani de signer dans un club comme Benfica en réduisant son salaire, alors que certainement, il aura certainement beaucoup d'autres prétendants un peu partout en Europe. Hein, donc Peut-être c'est en pas- Angleterre d'ailleurs. Mais c'est possible. Il y en a beaucoup de choses. Regardez, João Moutinho, il est parti à Porto, c'était du Sporting. Il y en a même Simon Sabroz, il est parti au Benfica. C'est vrai. Il était formé au Sporting. Maintenant, la semaine dernière, il vient dit maintenant je suis du Benfica parce que j'étais pas bien traité au Sporting. Ça peut tout arriver. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires entre des joueurs formés au club du Sporting qui ont grandi après chez les rivaux. Au détriment de ce grand club formateur qui est le Sporting Lisbonne, évidemment, hein. On va pas tous les citer, mais il y a eu Ricardo Quaresma, il y a eu Simon Sabroz, il y a eu João Moutinho, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs comme ça qui sont partis. Il y a eu Paulo, il y a eu Foutre, enfin même à des années un peu plus en arrière, mais Je l'ai Paulo joué Foutre, aux années 80. Il est évidemment, parti à Porto et après il est parti en Espagne, au Atlético de Madrid. grand joueur Ouais, de c'est cette un génération grand attaquant, ouais. portugaise. Tu remarqueras, tu parlais des transferts actés ou des rumeurs de transfert. On voit bien que les clubs portugais comme Benfica ou comme Porto essayent aussi de regarder de plus en plus ce qui se fait dans leur championnat. Parce que avec la réforme des TPO là sur les tierces propriétés, les Brésiliens c'est plus compliqué maintenant à faire venir. Et j'ai l'impression qu'ils regardent un peu plus sous leur nez et que les montages financiers sont plus sécurisés. Non, ça c'est beaucoup plus stabilisé, c'est vrai, on va y revenir notamment, on va en reparler notamment parce que du côté du Sporting, il y a eu une opération de rachat de la plupart des joueurs du Sporting pour diminuer ces parts Cette appartenant dépendance, à des sociétés d'investissement. Alors justement, on va en reparler pour terminer cette page Benfica, du cas Jorge Jesus qui fait beaucoup parler au Portugal. Quid de l'avenir de Jorge Jesus, parce que c'est vrai, on le disait, donc le souci c'est que Jorge Jesus serait pas contre un départ, mais lui s'il veut partir c'est pas n'importe où. On avait vu qu'il y avait des propositions en Turquie, mais ça l'intéresse pas. Il voudrait signer dans un club de standing et quand même un assez haut standing européen. C'est un Ou joli continuer à palmarès Benfica. quand même. Hein. Ça serait principalement ces deux choix. Tu disais, Jérémy, pardon ? Je disais qu'il s'était quand même fait un joli palmarès et une belle réputation ces dernières années. Exactement. Donc, c'est vrai que là, pour l'instant, la tendance serait plutôt sur un départ de Jorge Jesus, parce que c'est vrai que le président Luis Filipe Vieira impose une réduction de salaire ou au moins, en tout cas, un maintien salarial au niveau de sa rémunération qui tourne aux alentours des 4 millions d'euros bruts par an. Hein. Donc c'est un des entraîneurs qui fait partie du top 10 européen les mieux rémunérés en Europe. Hein. Pour un club portugais, c'est quand même assez exceptionnel quand même. Effectivement. Donc vous en pensez quoi sur Almando ? À votre avis, il va rester ? Il va partir ? Si, il va rester. Il va rester ?
Si. Il voulait peut-être au Real Madrid, mais apparemment, c'est déjà fait. Le Real Madrid. Il veut peut-être bien au Real Madrid, mais c'est déjà fait avec le. Je suis désolé, là, il est gentil, Georges Jesus. Mais... Il a appelé son Ouais. ménagère Georges Mendes Après, voilà, pour le retrouver en bon poste. Ah, mais si son agent c'est Georges Mendes, Ah oui, alors, ça Voilà, m'étonne on pas. sait jamais. Il est capable de tout, Georges Tout. Mendes. Alors, pourquoi pas. Mais apparemment, il veut aller sur l'Angleterre. Là. Bon, c'est que le problème du côté du Real Madrid, c'est que bon, la direction du Real Madrid souhaitait réellement avoir un entraîneur castillan, espagnol, qui soit capable de manipuler la langue espagnole Ouais, assez il parle bien couramment. espagnol, lui. C'est Jésus. Ouais, c'est sûr. Après, le Jesus, il faudra peut-être qu'il fasse ses preuves dans un autre club européen avant d'arriver au Real Madrid. Après, c'est vrai que ça serait pas non plus grossier qu'il signe là-bas, parce qu'on se souvient d'un entraîneur comme Carlos Queiroz, qui était adjoint à Manchester United et qui était devenu entraîneur principal de suite du Real Madrid, hein. Il est C'est du Sporting. Ouais. Et du Sporting aussi. Donc bon. En même temps, Georges Jesus, il s'est quand même fait. Alors, il s'est fait un palmarès national, mais il a fait quand même 2 finales de Coupe d'Europa League. Et ça passe pas inaperçu non plus, les parcours européens de Benfica. Après, il a peut-être fait le tour de la question, Ouais. mais il partira pas pour partir. Je pense que C'est ça. s'il a pas un projet, une vraie opportunité, et elles sont pas nombreuses, il partira pas pour partir. Exactement. Maintenant, c'est vrai que est-ce que le problème de Georges Jesus, justement, pour ne pas être ciblé par des grands clubs européens, ça n'a pas été, c'est loupé justement. Il a quand même joué 3 finales de Ligue Europa qu'il a perdu. Et c'est vrai que ça, forcément, au niveau de la visibilité de l'entraîneur, de la win attitude, si on peut dire, ça fait mal, hein, sur le positionnement d'un entraîneur en Europe. On a vu un entraîneur comme André Villas-Boas qui de suite après avoir gagné la Ligue Europa, Oui, il a bien mangé signe de sur suite à Chelsea. sa seule année de succès, il a bien mangé Et dessus. du coup, il a bien surfé sur cette vague pour après avoir des belles rémunérations dans les divers clubs où il est passé, hein, ce qui est quand même à la Tottenham. Il a palpé du 3 millions d'euros par an à Tottenham pendant 2 ans. Là, il est au Zénith, il palpe du 3-4 millions d'euros par an. Enfin, Je m'en fais pas pour lui. Ouais, il est pas trop mal Mais, positionné, André Villas-Boas. moi, je suis d'accord que il n'y a pas que Georges Jesus, qu'un entraîneur qui fait un contrat de 3-4 ans, comme apparemment c'est la 5e année qu'il est C'est sa 5e saison. Donc il a gagné 2 championnats de suite, là, et ça fait aux premiers 3 ans, il n'a rien gagné presque. Donc ils ont maintenu quand même l'entraîneur. Il avait Coup de finale perdu. Ouais. Voilà. Bon, mais il n'a rien gagné, mais il n'était pas viré. Aujourd'hui, je vois à Porto cette année qu'ils n'ont rien gagné. Il y en a beaucoup de monde qui vous. Comment il s'appelle, Lopetegui, c'est ça? Roland Lopetegui. Ah oui, Attention, parce que faut pas mâcher son mot, hein, Oui, sinon il va parce qu'il s'énerver. pas faire une Il va Jésus. s'énerver. Donc lui, il dit qu'être viré, pas viré, mais il est toujours là-bas. Au Sporting, pareil. On ne sait même pas si on a un entraîneur la semaine prochaine. Oui, il y aurait peut-être un statu quo sur les entraîneurs au final, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que la force de Benfica ces dernières années, et il faut quand même le mettre en avant, c'est la stabilité au niveau du staff technique, hein, et ça s'est justifié par ce triplé la saison dernière et ce doublé cette saison. Bon, on va enchaîner tout de suite quand même. On suivra évidemment les mouvements possibles du côté de Benfica, puisque on sait qu'il semblerait qu'il y ait eu une réunion entre Georges Jesus et Luis-Philippe Vieira aujourd'hui, donc on en saura peut-être plus au courant de la semaine. On va tout de suite enchaîner, ça fait déjà une demi-heure, hein, il est déjà 8h30, vous êtes toujours sur Radio Altitude 97 MHz dans votre émission de sport lundi sport. On va enchaîner tout de suite sur la Coupe du Portugal, coupe quand même qui nous intéresse, faut quand même le dire plus, hein, c'est vraiment la coupe... la coupe historique portugaise, la Coupe du Portugal, donc qui voyait se confronter 2 équipes du championnat, les 3e et 4e du championnat portugais, le Sporting Lisbonne et le Sporting Braga qui s'affrontaient. Choc, on peut le dire, quasiment au sommet, hein, entre 2 équipes très compétitives, on va le voir, puisqu'au niveau des équipes de départ, on avait les 2 meilleurs 11 sur le terrain, avec Rui Patricio du côté du Sporting au but, Cédric à droite, Oliveira et Everton dans l'axe, Jefferson à gauche, William, João Mário, Adrien au milieu de terrain, Carrilho, Slimani et Nani devant, donc la meilleure équipe possible du côté du Sporting. Du côté de Braga, le gardien Kritschuk au but, Baiano, Santos, André Pinto dans l'axe, avec Javan à la latérale gauche. Une doublette de récupérateurs Mauro et Luis Carlos, sachant que Danilo, le jeune milieu de terrain, est parti
en Coupe du Monde des moins de 21 brésilien, donc c'est la grosse absence du côté de Braga. Ruben Michael au milieu de terrain en numéro 10, et puis devant Pardo, Eder et Rafa. Donc vraiment deux équipes très très intéressantes à avoir évolué sur ce match. On va rappeler quand même le passif, on va dire ce qui s'est passé juste avant. C'était important de connaître un peu le résultat en championnat, puisque le Sporting avait reçu Braga et avait collé une 4-1. Ouais, un résultat assez large, 4-1 ou 5-1 je crois contre Braga à domicile. Donc ça comptait pour rien déjà. il partait favori, le Sporting, avec un très bon résultat à domicile. Maintenant on le sait, un match de coupe c'est un match de coupe, donc sur un match tout peut se jouer. Et on va le voir, ça va se jouer rapidement, puisque dès le premier quart d'heure on a fait de match avec une équipe du Sporting qui rentre très bien dans le match, tout de suite, qui se crée quelques opportunités. Et il y a ce fait de match avec le penalty provoqué par Cédric dans la surface sur Eder. Penalty, il n'y a pas de... Non, je pense pas. Il y a penalty. Avant d'arriver là, il faut bien dire que le Sporting Braga et le Sporting de Club Portugal, ils ont mérité aller en finale. Parce Oui. que le Sporting, il a éliminé quand même au Porto, à Porto. Et Braga, il a éliminé Benfica. À Benfica. À Benfica. En plus, c'est vrai qu'ils ont mérité. Maintenant, c'est vrai, aller sur le match d'hier, personnellement, 15 minutes de match, une expulsion en penalty. Moi, hier, à la fin, j'ai vu Serge Conceição qui disait que le Braga il perd le match à cause de deux fautes, deux erreurs. Deux erreurs individuelles. Sauf que le Sporting, il a fait pareil. Parce que Cédric, c'est lui qui fait le penalty. Il n'y a pas de concession, il y a bien penalty. Et le deuxième but, c'est Miguel Lopes. Miguel Lopes qui a été remplaçant de Cédric, il fait une faute pareille, donc il ne fait pas pareil, mais il se laisse quand même louper pour... Passer facilement par Rafa. Ouais. Donc 2-0. 2-0, donc alors on va rappeler donc le penalty provoqué par Cédric qui du coup de suite prend le carton rouge direct parce que c'est le dernier défenseur. On va pas redébattre là-dessus, mais règle que je trouve tout à fait complètement idiote. 15 minutes quand même. Ça plie un match. Dès Je le vois pas début du match, l'intérêt. ouais, ça plie. Ça plie un match, non? La preuve. Ouais. Oui, là sur le coup, évidemment, mais on va justement analyser encore une fois ça parce que je pense qu'il y a eu une grosse volonté du Sporting d'aller chercher ce titre, mais il y a aussi eu un manque de prise de risque du côté de Braga qui aurait dû plier. Ils ont le voulu match. gérer, mais Ça, ils n'ont pas su gérer. Moi, j'ai vu le match en même temps que Richard, on était avec tous les deux. Braga, moi personnellement, c'est moi l'entraîneur de Braga. À la 84e minute, a gagné 2-0 en finale de Coupe de Portugal. Il fait entrer Alan et Salvador Agra. Moi, personnellement, je mettrais en centrale. Parce que c'est ça qui se passait. Parce que Un central en plus. au deuxième but, c'est le central qui a fait... C'est plein d'axe. Voilà. Donc, lui, pour moi, c'est Serge Conceição qui a perdu le match. Ouais, on va revenir tout de suite. Alors, je rappelle juste les faits de match. Ce Diège, donc 2-0 donc c'est pour Sporting, donc un penalty provoqué, puis Miguel Lopez qui rentre à la place de Cédric pour resolidifier la défense. Miguel Lopez qui fait une erreur individuelle sur un duel aérien avec Rafa qui va tout seul aller marquer ce deuxième but. Donc Braga qui se retrouve à 11 contre 10 en supériorité numérique avec 2 buts d'avance. Sporting obligé de se réorganiser. Et donc qui essaie de pousser un peu. On voit une équipe du Sporting jusqu'à la fin du match qui domine au niveau de la possession de balle, c'est ce qui est assez étonnant. Et quand même, à la fin du match, il avait quand même 66 ou 67 de possession. Donc, et donc le fait de match, on peut le dire quand même, le coaching gagnant évidemment, mais il fallait quand même le faire. C'était la rentrée de Montero en fin de match qui a apporté un surplus de présence offensive. Et donc on a cette égalisation par Slimani à la 84e, cette réduction du score à la 84e et l'égalisation à la 93e par Montero. c'est ça. On a parlé déjà que les erreurs qu'il a fait la défense du Sporting, surtout le deux latéral droit. Et c'est vrai que moi, je t'avais dit hier quand on a regardé le match, moi j'ai connu le Sporting quand je suis déjà trop petit jusqu'à maintenant. Et le Sporting avant, il jouait 4-4-2. Moi, je me rappelle encore Manuel Fernandes et Jourdan. Il y en avait une super équipe dans les années 80. Et là, je dis à Richard, le mec qui veut gagner un match,
ne peut pas jouer avec Slimane devant. Parce que chaque fois qu'il y a Montero et Slimane, ils n'ont jamais perdu un match. Parce que Montero, il est très bon en numéro 10. Il est très bon derrière l'attaquant. Et la preuve, c'était ce qui se passait hier. Quand il est entré, moi personnellement, je dis, quand il a fait Slimane a fait le but du Sporting, là je dis, Montero, je ne dis pas que c'était Montero, mais je dis, Sporting, il va apporter peut-être quelque chose de plus. Et c'est ce qui se passait. Mais la grande faute, on revient encore au Braga, la grande faute de l'entraîneur, c'est au moment que Montero il entre, qui fait entrer Alan et Salvador Allende, comment il s'appelle? Salvador Agra rentre à la place de Pardo. Donc, moi, j'ai dit, Richard, ça, personnellement, il a perdu le match à 10 minutes, même pas 10 minutes, à 6 minutes à la fin, et le mec, il entre en 2 minutes de terrain. Je sais pas. Ouais. Alors, bon, on va rappeler quand même, donc, du coup, prolongation, il n'y a eu aucun but, on va au penalty. Au penalty, Sporting remporte les penalties, avec notamment 2 tirs au but ratés par les joueurs de Braga. Alors, justement, l'analyse du match, on va y venir tout de suite. Donc, Sporting qui remporte son premier titre depuis 7 ans, puisqu'il faudra quand même rappeler que... Mine de rien, oui. Mine de rien, ils n'avaient pas remporté de titre depuis 2008, et je crois que c'était déjà à l'époque une Coupe du Portugal. Oui, c'est ça, avec Paulo Bento. Avec Paulo Bento. Oui, parce que le dernier titre de champion, il doit commencer à dater un peu là. Il date de 2002, je crois. 2002. Avec Acosta devant, là, avec un vieil Argentin, Acosta avec Et un peu de Jardel ventre, aussi. là. Il me semble que c'était le Cristiano Ronaldo. Pas Cristiano, oui. Si. Il y avait Ronaldo. De commencer. Avec l'entraîneur Balloni, Balloni. c'est le dernier entraîneur qui a gagné le championnat pour le Sporting. Exactement. Alors justement, l'analyse des 2 coachs. Eh ben, on peut en revenir à l'analyse du jeu de Braga avant de revenir au Sporting. Est-ce que Sergio Conceição a pas perdu le match sur la mauvaise gestion des remplacements en fin de match, même s'il avait expliqué qu'en fait, il avait fait un remplacement poste pour poste du fait des blessures de Javan et de Pardo. Donc Javan latéral gauche et Pardo qui avait été remplacé par Agra, et Javan s'étant blessé, il avait expliqué qu'il avait justement eu au départ l'idée de mettre un défenseur central en plus, mais avec la blessure du latéral gauche, il a pas pu faire ce remplacement, et donc Sasso, qui est défenseur central, a dû jouer latéral gauche. Ça posait énormément de difficultés avec ces 2 blessures imprévues au cours En du général, match. quand tu commences à bouger ta défense, c'est pas bon signe. En général, c'est là où les mauvaises choses se passent. Ouais. Et ouais, on l'a vu, il y a 2 erreurs Et après, individuelles. il y a sur un très mauvais match de Ruben Michael. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu sur le terrain. D'ailleurs, il dit aujourd'hui dans la presse, c'est le pire match qu'il avait fait peut-être dans sa carrière. Le problème, je pense justement, on parlait de Ruben Michael. C'est la finale quand même. Ouais, le problème de l'équipe de Braga, c'est qu'au final, elle a refusé de jouer au ballon, quoi. Enfin, je comprends pas. Et on l'avait déjà parlé il y a quelques matchs. Alors, Conceição a fait une très belle saison finale, a permis à Braga de retrouver l'Europe. Par contre, je trouve qu'au niveau des idées de jeu qu'il a, c'est quand même assez limité. C'est-à-dire qu'on a senti clairement depuis le début match que Braga allait jouer dans une position défensive avec des transitions très très rapides vers l'avant, des phases de contre, là où Braga est très très efficace. Par contre, à partir du moment où ils se sont retrouvés en supériorité numérique, ils auraient dû proposer autre chose pour justement mettre encore plus en difficulté le Sporting, et sachant qu'ils en sont capables, ils en étaient capables, ils ont des qualités individuelles supérieures à la moyenne, avec des joueurs comme Pardo, comme Rafa, comme Ruben Michael. Voilà. Après, il faut la volonté aussi d'aller proposer du jeu. Et à la mi-temps, on a senti qu'à la mi-temps, la deuxième mi-temps, on a eu la même physionomie de match. On n'a pas vu une équipe de Braga qui est repartie vers l'offensive. Donc clairement, c'est que le discours du coach, c'était de rester en place, de solidifier et d'attendre la moindre erreur du Sporting derrière, ce qui s'est pas passé, puisque le Sporting d'ailleurs a été très très solide, même à 10 contre 11. C'est toujours difficile de gérer les matchs comme ça, parce que on a une équipe qui mène au score avec un certain avantage, 2 buts d'avance, c'est pas rien, qui se retrouve à 11 contre 10, donc qui se dit on a encore plus d'avantage. 75 minutes. 75 minutes à jouer. On se dit, il faut vraiment qu'on fasse les imbéciles pour perdre ce match-là. Mais du coup, à pas vouloir prendre de risques pour pas relancer le Sporting sur, on sait jamais, un contre ou n'importe quoi, à force de pas vouloir jouer, ils ont complètement déjoué et ils savent pas gérer, ils ont pas su gérer ce match-là. C'est ça, ils ont pas su gérer cette phase de jeu
qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. C'est-à-dire, Braga n'est pas une équipe qui a l'habitude peut-être d'avoir une possession de balle largement supérieure à l'adversaire, et ce qui ont fait qu'ils sont restés sur la défensive, quoi. Mais il y a aussi, ils disent que c'est Slimani qui a été le Homme du match. comme homme du match. Mais, 2 minutes de la fin, il y a quand même le gardien du Sporting qui enlève un but à Salvador, dans les prolongations. Sur le côté. Donc c'est vrai que le gardien, il était en peu de difficulté, mais il est pour quelque chose, parce qu'à 2 minutes de la fin, il sauve son équipe. Je pense qu'avec le 3-2, gros match de Rui Patrice qui a vraiment été décisif, tant sur les pénaltys, il a arrêté un pénalty alors qu'il était blessé. C'est le seul qui était au but. Il avait des crampes. Ouais. Il avait des crampes. De toute manière, de ces matchs-là, quand il y a une équipe qui s'effondre comme ça et qui revient, il y en a une derrière, qui on a revient, senti qu'il était sur la pente positive. 9 fois sur 10 les pénaux, avant qu'ils commencent, on sait qui va gagner. C'est toujours l'équipe qui arrive en plein ascendant psychologique, en pleine fraîcheur psychologique. Donc clairement, on peut le dire, équipe de Braga, donc on l'a analysé, certainement un mauvais coaching de la part de Sergio Conceição sur l'approche et le déroulement du match. Et par contre, du côté du Sporting, Marco Silva, au final, sur le timing trouvé au niveau des remplacements, même si, bon, il y a eu ce premier remplacement, mais ça, il ne pouvait pas l'imaginer. Je pense que l'erreur de Miguel Lopez, remplacer Miguel Lopez par João Mário et mettre Miguel Lopez latéral droit, ça tombait quand même sous le sens, puisque c'est le remplaçant de Cédric. Il faisait des bons matchs dernièrement, Miguel Lopez. Mais là, c'est vrai qu'il est passé à côté de son match, Miguel Lopez. Il a été pénalisé. João Mário était pénalisé. C'est vrai qu'au milieu de terrain, c'est quelqu'un qui sait jouer au ballon. Bon, il est pour rien parce que l'entraîneur a enlevé à cause de l'expulsion de Cédric. Après, c'est l'entraîneur qui a mis tout en place. Lui, peut-être qu'au mi-temps, il avait dit, les gars, il faut peut-être pousser un peu plus. Si on arrive à marquer un au moins, peut-être qu'on va égaliser. Bon, c'était à 84e minute, mais ils ont réussi. Là où ils sont forts, le Sporting, c'est que dans les situations d'adversité, on l'a vu déjà, notamment Marco Silva avait parlé de ce match face à Schalke, où ils étaient également en infériorité numérique. Ils avaient failli, et notamment, arracher le nul à Schalke. Et là, ils vont aller chercher la Coupe du Portugal en infériorité numérique. Et pour en revenir au coaching Marco Silva, là où je l'ai trouvé très très intelligent, au-delà du fait d'avoir apporté évidemment un attaquant supplémentaire à la surface, ça a été d'avoir repositionné Carlos Marné arrière droit, qui, on l'a vu, a été beaucoup plus intéressant sur le côté que Miguel Lopez. C'est ça. Parce que lui, déjà, il est plus jeune, il a plus envie peut-être de faire voir que techniquement plus évolué, donc capable peut-être de plus s'exposer vers l'avant et de créer des décalages que Miguel Lopez sur ce match. Bon, en tout cas, vous avez dû être content, on se dit, parce que victoire du Sporting, belle victoire du Sporting, en tout cas avec une équipe du Sporting qui a mis du cœur, beaucoup de cœur et d'engagement dans le match. Je sais bien que le temps, il n'y a pas beaucoup de temps. Compté. Mais je veux vous dire, juste pour terminer, et que le Sporting, Sporting Club Portugal, il a fait une moyenne de 8 joueurs portugais par match. Depuis le début de saison. Avec 7 de centre de formation. Et ça, ils ont pris un virage complètement. Donc, moi, j'ai regardé les autres équipes. Je vois Porto qui jouait avec Ruben Neves. Et Benfica avec Hugo. Comment il s'appelle Eliseu. Il y a Eliseu. Il y a Eliseu, il y en avait un autre. André Almeida. Pizzi. Il y en a 2-3, quoi. Donc, de centre de formation 7 joueurs, c'est bien. C'est sûr. On se souvient que ces joueurs avaient été intégrés dès la saison dernière, d'ailleurs, notamment. Oui, tout à fait. Carlos Mané, déjà. Ils avaient eu le Sporting. Pour des raisons financières, d'abord, mais. Qui est dans l'obligation de faire jouer des joueurs de centre de formation pour limiter les coûts. Mais c'est vrai qu'au final, c'est le principal, comme d'habitude, fourvoyeur de la sélection portugaise. Et vous savez qu'il y en a un super joueur que j'aime bien. Il est au Pays-Bas, comme ça. Qui est le Sporting. Il a marqué un but encore hier. Il a sauvé son équipe aux vitesses. La Biad. Oui. Donc il est un super joueur, il va retourner au Sporting. Zakaria Labiad. Il a baissé quand même sa paye pour retourner au Sporting. Donc ils ont fait quand même une bonne année parce apparemment ils ont gagné 29 millions d'euros. Pour remettre les comptes un peu comptes en positif. À la fin il n'y a rien.
Alors- tout le monde gagne de pognon, mais à la fin, je ne sais pas où est-ce qu'il passe. Justement, autour des transferts, possibles transferts mercato estival du Sporting, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations sur les possibles départs arrivés. En termes d'arrivée, on n'a rien, puisqu'on sait que le Sporting va devoir attendre que des départs soient actés pour acheter des joueurs. Sinon, ils pourront pas équilibrer leur compte. Donc, on parle peut-être certainement d'un départ de Carillo. Alors, on parle de l'AS Monaco, notamment. Carillo, peut-être à l'AS Monaco. L'ailier du Sporting qui, notamment, avait raté son match, d'ailleurs, hier. Capel aussi part en Angleterre. apparemment. Capel, ouais. Capel, ça fait 2-3 ans. Hein, Bah qu'on déjà en parle, qui a mais- disparu des radars. On en parlait à l'Olympique de Marseille, fut un temps. Ouais, tout à fait, du 11 portugais. Également Carlos Mané, dont on parle beaucoup du côté de Monaco aussi. Ouais. Mais qui devrait peut-être rester au Sporting, là, parce que Marco Silva quand même parlait de lui en bien. Et il semble que ça soit vraiment un pari sur le futur. Et au président concernant du Carlos Sporting, Mané. il avait dit, le Monaco, il vous donnait 8 millions pour Carlos Mané, et au Sporting, il avait dit, son président, il a dit, non, nous, on le vend au même prix que vous avez acheté au Benfica, Bernardo Silva, 15 millions d'euros. Affaire à suivre. discussions. Il faudra poser les 15 sur ce jour-là. À voir comment ça va évoluer. Donc du côté du Sporting, on fera le point les semaines suivantes évidemment sur des possibles départs arrivés. Mais bon voilà, le Sporting quand même termine bien son année avec une place qualificative pour la Ligue des Champions, avec ce tour de barrage qu'il fera disputer. Et puis un titre, quand on sait que un des adversaires directs, le FC Porto, a terminé la saison avec 0 titre. Donc c'est quand même une saison assez positive pour le Sporting Lisbonne. Il y a un bon commence de saison qui va avoir au mois d'août, c'est la Supercoupe de Portugal, entre Benfica et Sporting. Exactement, une belle Eh oui. super coupe au mois d'août, tout à fait. Tout à fait. Allez, on va clôturer cette page portugaise. Alors, ce dis, évidemment, restez avec nous. Si vous voulez donner votre avis sur les autres thèmes qu'on va aborder, n'hésitez pas. On a évidemment un petit peu débordé sur le timing, À peine. qu'à À peine, hein. Mais c'est pas grave. On va Je sais pas si le bilan, on on va va réussir à jusqu'à le faire minuit, hein. européen. Ouais. On va faire justement un tour tout de suite championnat européen. On va partir sur la France tout de suite avec toi, Jérémy, avec le PSG qui réalise un quadruplé historique et cette victoire en finale de Coupe de France. Tout à fait, ouais, quadruplé historique. Quadruplé pourquoi ? Parce qu'il y a le trophée des champions remporté en août, la Supercoupe de France. Quadruplé que aucune équipe française n'a fait dans l'histoire de la Ligue 1 ou de la première division. Avec cette victoire donc finale contre Auxerre en finale, de Coupe de France au Stade de France. C'est pas la victoire la plus inattendue de la saison, on va dire, mais elle vient clôturer un parcours de Coupe de France qui était quand même très difficile avec que des équipes de première division d'éliminer. Un match assez moyen, médiocre, un rythme un peu lent, mais une victoire avec ce but d'Edinson Cavani et le 4e trophée qui vient clôturer une saison que tout le monde voyait un petit peu difficile par moment, mais qui au final reste la plus importante de l'histoire du club en termes de trophées. Exactement. Fred, un avis sur le Paris Saint-Germain cette année ? Ils ont tout raflé, ils ont pas laissé beaucoup de place pour les autres équipes et ce n'est que mérité par rapport déjà à leur effectif qui est quand même blindé de super grands joueurs et de leur qualité de jeu, même si en des premières parties de saison ils n'avaient pas une qualité de jeu au niveau de l'année dernière, Ouais. même largement en dessous. En deuxième partie de saison, ils ont su se mettre au niveau, notamment au moment important, et en championnat, à la fin de saison, ils sont largement devant, quoi. Ouais, ils finissent, on se demandait, je me rappelle, où est-ce qu'ils pouvaient perdre des points dans la lutte avec Lyon, ça allait jouer 1 point, chaque résultat allait compter, et ils ont terminé sur 9 victoires consécutives. Le rythme que Lyon n'a pas su tenir, et donc des trophées mérités et une saison de grande qualité au final. Exactement. Maintenant, on va voir ce qui va se passer sur ce mercato estival, parce qu'on attend quand même des mouvements. On attend des mouvements, Des et mouvements puis du côté du PSG. Laurent Blanc hier, voilà. Laurent Blanc l'a dit hier, oui. Il a même dit, c'était rigolo parce qu'il a dit il faut régénérer le groupe Ouais. parce qu'il y aura des départs, il y aura des arrivées, ça c'est certain. Et il a même laissé entendre que certains joueurs allaient quitter le groupe, mais pas de leur volonté, mais parce qu'on allait les inciter à partir.
Ouais, un petit peu. Mais clairement, on a senti que Laurent Blanc a pris position là. Hein. Je veux pas aller Il a durci direct un peu, droit dans les buts, si on dit droit au fond des filets, mais on sent clairement qu'il veut dégager certains joueurs. Hein. Jérémy, je vais être méchant, Ouais, mais je j'ai quand même la pense sensation qu'il y a pense certains joueurs qui. Il en a quelques-uns pas dans ses petits papiers. Notamment les absents de la reprise, par exemple. Voilà, et ceux qui sont pas trop remis en cause, je pense que voilà, des Lavezzi notamment vont certainement devoir aller se trouver un point de chute. Ouais. Exactement. Monsieur Diaz, j'ai peut-être un avis sur championnat français. Est-ce qu'il y a une équipe particulièrement qui vous a plu cette saison ou une équipe à mettre en avant ou un petit clin d'œil, un coach Parce que Marseille, ça m'a bien déçu parce qu'ils étaient bien en place au début de saison. Oui, 4-5 journées de la fin. Et Monaco, c'était une surprise pour moi parce que, comme vous vous souvenez bien, au début du championnat, ils étaient avant-dernier par là et tout le monde a critiqué déjà. C'est ça, ils sont montés en puissance, ils ont travaillé. Et donc ils sont restés troisième. C'est chapeau pour eux parce que rester avant-dernier du championnat, je ne sais pas combien de journées, 4-5 journées au début et après rester en troisième. Et Marseille qui a bien descendu. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on a vu une équipe de Monaco qui a fini sur la pente ascendante, malgré la restructuration totale au niveau du projet du club. Je pense qu'il y aurait beaucoup de coachs qui se seraient peut-être soit désistés de ce projet, et auraient peut-être quitté en courte saison, qui seraient cassés la gueule. Je pense qu'il était perdu la face dans ce chemin qu'il a fait à Monaco parce qu'il est arrivé, il y avait Falcao et Rames Rodriguez. Et au bout de 15 jours, il n'y en avait plus. Donc, alors qu'on avait vendu un beau projet pour Jardim au moment où il est arrivé quand même. Hein. Ouais, l'intelligence de Jardim, c'est qu'il a su s'adapter. Au départ, il est arrivé parce que c'était un coach qui avait plutôt l'habitude de faire du jeu. Au Sporting, il avait l'habitude un peu de faire du jeu. Il est arrivé, il a voulu. Il a vu que l'effectif n'était pas adapté. Il a dit ok, on va retravailler. Très défensif et puis progressivement, ils sont montés en puissance. Et ils ont fait en super Ligue des Champions. Même. Et voilà, et surtout Super, parcours européen, on a vu qu'avec un entraîneur portugais, les parcours européens, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, parce que s'ils se font sortir par le futur vainqueur de la Ligue des Champions avec un seul but pris sur un penalty, on pourra dire que Monaco au final on aura n'attendait fait, pas à ce niveau-là. Ils n'ont pas perdu le match contre Juve. Ils ont fait un à match l'aller. nul à 2 matchs, 1-0-0 et 1-1, il me semble. Non, ils ont fait Ils ont perdu perdu 1-0 1-0. contre la Juve à l'aller. Mais ils ont fait un match retour très très honorable, hein, où ils Ouais. auraient dû gagner même. Tout à fait. Voilà. On a fait le tour de la France. On va rappeler quand même un petit tour de différents championnats européens tout de suite. Hein. Donc on va rappeler notamment qu'en Angleterre, le champion d'Angleterre, c'est Chelsea. Hein, José Mourinho. Ça fait un mois et quelques qu'on sait qu'il est champion. Oui, on le sait depuis un certain temps. Hein. Chelsea qui rafle le championnat avec 12 points d'avance sur Manchester City, donc il finit premier avec 87 points. À rappeler que Chelsea a fait le doublé puisqu'ils ont remporté la Coupe de la Ligue anglaise, et c'est Arsenal qui a remporté la FA Cup. Ouais, c'est Aston 12e. Villa, ouais. Voilà, Un beau donc match. Arsenal qui retrouve également les titres en Angleterre quand même, chose positive pour eux. Du côté de l'Espagne, on sait que c'est le grand FC Barcelone qui a fait le plein, là, en tout cas au niveau national, puisqu'ils ont remporté la Coupe d'Espagne ce week-end avec encore une fois Un but extraterrestre. Un but maradonesque. un but maradonesque de Messi là, en finale de Coupe d'Espagne. Donc Luis Enrique qui fait le doublé déjà et qui peut-être va faire le triplé ce week-end s'il venait à remporter la Ligue des Champions. Donc en tout cas grosses attentes du côté du FC Barcelone encore sur cette dernière semaine. Là aussi, ils sont montés en football. puissance aussi tout au long de l'année. Là, l'entraîneur Luis Enrique était un peu critiqué. Le Real Madrid enchaînait les victoires et puis 4-5 mois plus tard, les choses sont complètement inversées. Une saison, c'est long. Exactement. Du côté de l'Italie, c'est la Juventus qui remporte son troisième titre. Quatrième, non ? Quatrième titre d'affilée, exactement. Sous la coupe, donc notamment de cet entraîneur, Allegri. qui fait une superbe saison. C'est sa première saison sous les ordres de la Juventus. Et là, vraiment, la Juve qui s'exprime à son plus haut niveau avec cette finale de Ligue des Champions, cette Coupe d'Italie remportée et ce championnat remporté. Donc le doublé pour la Juve et aussi possible le triplé, ce qui serait une saison exceptionnelle pour la Juventus de Turin. C'est exactement comme tu disais, Jérémy, pour le Barcelone. La Juventus, c'est une équipe qui est montée en puissance aussi au fil de la saison. C'est Et ça. qui au final finit quand même avec avec 17 points d'avance sur la Roma. Donc,
c'est une équipe qui se connaît par cœur. Ouais. C'est un groupe qui a peu bougé, qui a évolué un peu, mais qui a peu bougé, avec un noyau dur qu'on connaît par cœur, hein, puisque c'est celui de l'équipe d'Italie également. Et la Juventus qui revient au premier niveau et qui a profité aussi de l'absence un peu de concurrence, puisque la Roma n'a pas suivi la cadence assez rapidement et que Naples et la Lazio étaient déjà bien décrochés. Donc la Juve seule sur sa planète et qui confirme sa mainmise sur le championnat italien. Exactement. Et puis pour terminer, donc l'Allemagne avec le Bayern Munich également qui remporte le championnat d'Allemagne de nouveau, hein, sous la coupe de Pep Guardiola. Championnat qui est déjà plié depuis plusieurs journées, hein, le Bayern Munich donc avec 10 points d'avance sur Wolfsburg remporte ce titre. À rappeler que c'est Wolfsburg qui a gagné la coupe d'Allemagne notamment en La battant première Bayern de son histoire. Borussia Dortmund. Contre Dortmund, oui. Exactement. Voilà, donc Wolfsburg qu'on retrouvera en Ligue des Champions. Belle équipe de Wolfsburg qui risque d'être quand même pillée de certains joueurs et notamment Kevin le De Bruyne. joueur plus en avant, De Bruyne, hein, qui Le Bayern continue sa logique, hein, il regarde ce qui se fait de mieux dans son championnat pour aller chercher les meilleurs ailleurs. Et ils sont dessus, mais il faut faire attention parce que Wolfsburg, c'est pas un club qui a besoin d'argent. C'est un club qui est quand même financièrement assez puissant. Donc on va suivre ça cet été. Exactement. Voilà pour ce petit tour européen. On va passer tout de suite sur notre championnat régional, enfin notre sport régional avec le football, le Clermont Foot. Clermont Foot, on le sait, hein, qui a terminé sa saison à la 12e place. À la 12e place, oui. Avec une victoire contre Brest. La dernière journée, c'est ça. 1-0 dans cette magnifique pelouse qui reprend peu à peu des couleurs. Exactement. Et donc les dernières news sur le Clermont Foot, on sait que Corinne Diacre évidemment sera là la saison prochaine. Les dernières infos, c'est notamment les rénovations des contrats de Ekobo et Salz. Très bonne nouvelle quand même, Des sur cadres, les cadres du vestiaire. groupe, ouais, tout à fait. Des personnes qui sont là depuis cette saison au club, hein. Enfin, ils entameront leur 7e saison. Chose rare quand même, hein, dans un club comme Clermont Foot où on sait qu'il y a Ouais. beaucoup de roulements sur les différents joueurs de cette équipe-là. Et puis l'arrivée de 5 joueurs notamment. Alors on va le rappeler, toc, je regarde. La volonté, c'était de clôturer le mercato très vite pour avoir un groupe très rapidement défini, pouvoir travailler, faire une bonne préparation avec le groupe à disposition dans sa finalité. Et à signaler aussi que Rémi Jumont, qui a été très actif, notamment beaucoup buteur lors des dernières journées, hein, a prolongé aussi son contrat jusqu'en 2017. Ok, Ouais. donc parfait Fred, donc notamment le renouvellement du contrat de Dugimon. Et puis Wesley Jobello, ancien joueur, ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui évolue en équipe 2 de l'Olympique de Marseille, donc âgé de 21 ans, a signé au Clermont Foot pour 2 ans. Voilà, donc il avait disputé notamment un match de Ligue 1 et 2 matchs de Ligue Europa avec l'équipe première. Donc jeune joueur encore. Il a cherché du temps de jeu. Voilà, qui recharge du temps de jeu en Ligue 2. Voilà pour le Clermont Foot. Quelques autres petits transferts si tu les as. Alors j'ai pas trop. Je les ai, Vas-y, si tu dis-moi, veux. rappelle-moi. Alors, une arrivée au poste de latéral gauche, Karim Djelabi, qui vient de l'AJ Auxerre. C'est lui qui était titulaire d'ailleurs en finale de Coupe de France et qui a signé pour 2 ans, un joueur expérimenté puisqu'il a, je crois, 31 ou 32 ans et qui connaît bien la Ligue 2. Ludovic Jeunesse, un milieu offensif en provenance de Créteil qui a signé aussi pour 2 ans. À savoir que c'est un joueur local, puis c'est un joueur qui est né à Thiers et qui revient donc dans sa région d'origine et qui connaît aussi pas mal le championnat. Cyriac Rivieran, un latéral droit en provenance du Gazélec d'Ajaccio qui est promu en Ligue 1, mais lui a fait le choix de rester en Ligue 2 et qui rejoint le Clermont Foot. Et Michel Espinoza, un milieu de terrain en provenance de Trélissac, club de CFA, qui lui signe en contrat amateur pour être intégré au groupe pro progressivement. Ok, parfait, Jérémy. Et sinon, Diediou, qui était prêté, sera reprêté pour une saison complète l'année prochaine par FC Sochaux. Bonne nouvelle, Didou qui a fait Ouais. une bonne deuxième partie de saison avec le Complètement. Clermont Foot. Hein. On enchaîne tout de suite sur l'ASM Clermont-Auvergne puisque donc on avait lieu ce week-end les barrages de top 14 avec donc le Stade Français qui s'est imposé largement face Assez Racing surprenant Métro. d'ailleurs ce résultat, ouais. Mais le Stade Français qui a vraiment fait un gros match et le Racing qui, dû déjà à sa composition d'équipe qui était assez surprenante, n'a pas su tenir le rythme contre cette équipe Rappelle-nous du Stade le Français score. qui a été très régulière cette saison. 38-15. C'est Merci. Donc le Stade Français qui va rencontrer en demi-finale le RC Racing Toulon. Et donc du côté de l'ASM, donc l'ASM qui était d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales hein, à Bordeaux,
qui disputeront samedi à 16h30, va disputer son match de demi-finale face à Toulouse. Toulouse, vainqueur de Oyonnax. Toulouse, qui est à l'image de sa saison, a eu un match assez compliqué, quoi, avec des hauts et des bas dans ce match. Ils ont été très longtemps dominés par une équipe d'Oyonnax qui était à l'image de elle aussi Très de sa combative. saison, qui était très combative et qui était vraiment très percutante aussi, Ouais. et qui était devant au score, qui les a bougés en mêlée aussi notamment. Mais Ah. la spécialité un peu locale. C'est ça. Et du coup, Toulouse s'en est sorti sur les 10 dernières minutes en marquant un C'est essai ça. dans les dernières Comme en minutes. championnat, une grosse fin de Ça. match comme une grosse fin de championnat. Et du coup, Toulouse sera là en demi-finale, en Clairement, gagnant Toulouse. 20-19 contre Oyonnax. La petite Un classique. critique quand même à Ouais. mettre quand même le petit point négatif quand même sur ces demi-finales, ça a été l'organisation en termes de préparation sur les différents jours de match, hein, puisque en fait c'est Canal+ qui a attendu de connaître les qualifiés Les pour affiches, ouais. donner les horaires des matchs, et ce qui est compliqué quand même pour les supporters. Oui, a priori, pour réserver le billet, hein. c'était une faveur qui était faite aux diffuseurs lors de la renégociation des droits TV à la hausse. Et effectivement, pour les publics concernés, quelle que soit l'équipe, ça a été très compliqué. Oui, parce que notamment du côté de l'ASM, on savait toujours pas avant vendredi soir s'ils allaient jouer le vendredi soir suivant ou samedi après-midi. Donc on le sait maintenant, ça va être samedi après-midi à 16h30. Donc l'ASM qui va essayer de se qualifier pour une finale, nouvelle finale de top 14, hein, espérons-le. Ouais, et on signale aussi que la vente pour les abonnés avait débuté aujourd'hui. Demain, ce sera pour les grands publics, ceux qui veulent aller à Bordeaux, Ouais, dans le s'il nouveau reste stade des de billets, Bordeaux. non, parce que ça va Ah, être il compliqué, restera je des crois, billets, hein. oui, il y a des Ouais. billets. Hein. D'accord. Alors, tous à Bordeaux. Affaire à suivre pour SM Clermont-Auvergne. On va... Et en parlant de l'ASM, oui. on peut quand même Oui, signaler oui, l'arrivée oui. d'un très bon joueur, même David Strettel, Oui. en provenance des Saracens, des Saris, hein, que l'ASM a l'habitude de beaucoup affronter ces dernières saisons. Et c'est un ailier très très bon. 31 ans. International anglais. International anglais. Une quinzaine de sélections. Et, Bon renfort, très ouais. très bon joueur. Très beau quoi. renfort pour cet ailier anglais des Saris. Et le départ de Tipaolo qui devrait partir à Lyon, hein, c'est ça notamment. Oui, Paolo devrait s'engager avec le Loup. Le Loup. Voilà pour la page ASM Clermont-Auvergne. Alors on va terminer par Roland Garros, évidemment ces dernières minutes. Tournoi de Roland Garros, Grand Chelem. On débute déjà sur la deuxième semaine et on a déjà des potentiels vainqueurs qui se dessinent évidemment. Bon, tous les favoris sont là, on va le rappeler. Djokovic qui s'est qualifié aujourd'hui face à Richard Gasquet en 3-7 sec, hein, vraiment en victoire large de Djokovic qui montre les dents là, hein, qui montre les crocs là. Hein. Ouais, là, qui montre qu'à partir des huitièmes, là, c'est un autre niveau, c'est un autre palier à franchir pour aller en quart de finale. Du côté de Rafael Nadal également, on a confirmé ses qualifications pour les quarts de finale avec cette victoire face à l'Américain. Jack Sock, ouais. Voilà, un Rafael Nadal qui a l'air en forme hein, également ouais. sur ce tournoi. Ouais, c'est sûr, il laisse pas beaucoup de place à ses adversaires et on le disait en méforme avant ce tournoi et finalement il est bien là sur la terre battue de Roland. Hein. Toujours. Exactement. Du côté français, quand même à noter la très très grosse perf. C'est Joe Wilfried Tsonga qui se qualifie face à Berdych hier après-midi avec un super match mené du début à la fin par Joe, hein, vraiment qui a fait une prestation de très très haut vol hein, et qui là a peut-être l'occasion de disputer une demi-finale à Roland Garros puisqu'il va affronter Nishikori. Ça paraît jouable pour le français. Ça paraît jouable, mais attention parce que Nishikori est quand même dans une belle année. Et ça va être en tout cas un match très disputé parce que Nishikori est quand même tête de série numéro 5 ou quelque chose comme ça. Donc il faut pas l'enterrer tout de suite quand même. Après, il a quand même sorti Mais Berdych qui il est a numéro 4 hein, Il a mondial. sorti C'est Berdych qui est quand même un joueur très très costaud, qui est quand même très puissant, pour aller gagner un point il faut aller le chercher hein, et il a fait un match très remarquable hein, contre Berdych vrai. hier. Exactement. Donc affaire à suivre, on fera un bilan la semaine prochaine évidemment, on va être obligé de raccourcir un petit peu là tout de suite. On va terminer cette émission évidemment, je vais vous demander donc, on va rappeler le FC Séville qui remporte la finale de Ligue Europa face à Dnipropetrovsk, 3-2, très très beau match La d'ailleurs. deuxième super Europa match. League consécutive. Ouais, encore, qui enchaîne les titres hein, Séville en Ligue Europa. Et puis cette finale Ligue des Champions, Juventus, FC Barcelone. Je vous demanderai en 3 secondes, Fred, de donner le vainqueur de samedi. Écoute, le favori est le Barça. Je pense que le Barça va gagner, même si la Juve a, notamment par sa défense, sa solidité, ils sont collectivement parlant.
est une équipe qui peut contrer, est une équipe parfaite pour contrer le FC Barcelone. Jérémy, une pièce. Barça, 2-1, prolongation. Ok, Monsieur Diech. 2-0, Neymar et Messi. Allez, et ben moi je tente le tout pour le tout. Je dis Ou Banco. 0-1 Juve. Tapi. But de Arturo Vidal sur penalty. Pourquoi À l'italienne. Un ciseau sur un corner. À l'italienne, 1-0 la Juve. Voilà, affaire à suivre. On analysera cette superbe finale lundi prochain. Merci à vous d'avoir été présents, Fred, Jérémy. Merci encore à vous, Monsieur Diech, d'avoir été présent et d'avoir analysé tout le football portugais, évidemment. Puis on se retrouve très bientôt, j'espère. En tout cas, dans votre émission Despertar, qu'on a l'habitude de vous écouter tous les On va dimanches. vous inviter à venir dimanche matin. À 8h. Non, pas à 8h. À 8h. Toi, C'est le temps de nous lever. Toi, tu viendras pas fermer la boutique à 11h45. Ah, ça me va. Ça marche. Allez, merci encore à vous tous. Et puis à la semaine prochaine, à tous nos auditeurs de Radio Altitude, je l'espère, lundi 20h. Salut à Bonne tous. soirée à tous. Au revoir. Bonne semaine. Bonjour, donc l'émission La Voix des Poètes sur Radio Altitude. Alors aujourd'hui je suis toute seule et je continue de présenter Françoise Beauquentin qui a reçu le prix Amélie Murat en 2014. Donc on avait commencé d'aborder un de ses recueils, Naître d'un crépuscule. Et donc j'en profite pour